forme et la technologie de la blockchain et comment on transpose ça dans un espace tangible et en particulier l'espace du débat. Donc on a appelé dans cette forme une performance débat. Et j'en dis pas plus, mais juste pour vous inviter donc, à participer évidemment à ce débat, puisqu'on l'a conçu pour que vous puissiez y prendre part vraiment activement si vous le souhaitez. Donc du coup, il y a, comme vous le voyez, pas mal de micros dans l'espace, et vous pouvez vous en saisir, vous promener dans l'espace, et puis si vous le souhaitez encore une fois, bien sûr, vous approcher d'un micro et prendre la parole. Voilà, pour commencer. La blockchain. C'est quoi la blockchain? D'ailleurs, ce qu'est la blockchain. C'est pas non plus. Petit, vers l'âge de 8 ans, 10 ans, j'étais fasciné par un billet de banque, un Quentin de la Tour, un billet de 50 francs. Ce qui me fascinait, c'était le regard du personnage dessiné. D'ailleurs, c'était un autoportrait, c'était sa coiffe, et j'ai toujours cru que la valeur de la monnaie venait de la beauté des billets de banque. Quelle déception! Quelle déception quand j'ai constaté qu'un billet de 100 francs valait plus que le Quentin de la Tour. Une grande réflexion a commencé alors. Qu'est-ce que la monnaie? D'où vient sa valeur? Et plus tard, après avoir regardé pas mal de westerns et lu quelques articles, notamment d'André Orléans, je me suis rendu compte de ce que c'était que l'essence de la monnaie. L'essence de la monnaie. Imaginez un bâton de chef indien. Tout vient de là. Un cow-boy discutant avec un chef indien, en plein territoire indien, en pleine guerre entre les Indiens et les cow-boys. Et soudain se pose la question du retour du cow-boy chez lui, sain et sauf. Et là, le chef indien lui tend un bâton. Il lui dit « Prends ce bâton, tu verras ». Et voilà que le cow-boy traverse tous les territoires avec un bâton à la main, le bâton du chef indien. Et qu'est-ce qui se jouait là? Il se jouait une croyance collective. Tous les Indiens de tous les territoires laissaient passer ce cow-boy sans le toucher, juste parce qu'il portait le bâton indien. Et de cette croyance est née la confiance, un système de confiance. Et c'est là que, d'un seul coup, j'ai réalisé ce que c'était que la monnaie. La monnaie est un système de confiance qui rend tout possible. Et alors la monnaie, le rapport, la blockchain, monnaie numérique, est-ce qu'on peut avoir confiance entre nous? J'avais vu un magazine, c'était The Economist, qui devait dire blockchain, la machine de confiance, la machine à créer de la confiance. Alors on crée de la confiance avec une machine mathématique, ou on externalise la confiance. Est-ce qu'on peut vraiment créer une monnaie sur une machine? Mais est-ce qu'une blockchain, c'est pas un outil qui permet aux humains
est-ce que c'est pas un outil qui permettrait à des humains d'avoir confiance en eux, et non pas confiance dans la blockchain, mais confiance. Est-ce qu'on peut pas se servir de cet outil-là pour avoir confiance entre nous et utiliser une monnaie entre citoyens qui n'appartient pas à des banques, une monnaie à nous, quoi. Est-ce que des gens connaissent des monnaies comme ça? Est-ce que quelqu'un a déjà expérimenté ça? Une monnaie sans banque, décentralisée? Pas toujours à... J'ai une expérience de monnaie sans banque, mais elle est un peu bizarre. Ça vient de jeux vidéo en fait. Où, pour la première fois, je jouais avec de l'argent et je me rendais compte que quelque part j'étais riche, mais en fait je n'avais pas tout cet argent. Et pourtant, il n'y a aucune banque qui me l'a jamais donné. Et pendant juste un bref instant, dans un système social complètement numérique, j'étais richissime. Je valais quelque chose que j'étais pas dans ma vraie vie. Et pourtant, il n'y a aucune vraie monnaie derrière. Et tout d'un coup, grâce à ce système, j'étais dans un autre projet de monnaie. C'était assez incroyable. Est-ce que cette monnaie, tu pouvais l'échanger vers une autre monnaie? Est-ce que c'était vraiment une monnaie? Tu étais riche? Tu étais riche de quoi? Tu étais riche envers l'éditeur du jeu? Ou tu étais riche avec une vraie monnaie? C'est intéressant comme question, puisque j'ai su plus tard que ça avait une vraie valeur monétaire. Et donc, que même si j'étais pas riche dans ma vraie vie, ça valait quand même quelque chose. Que je pouvais l'échanger après contre du vrai argent. Et j'ai rencontré des gens qui le faisaient. Donc qui réussissaient à gagner de l'argent à partir de rien. Donc tu n'étais plus dépendant d'une banque, mais tu étais peut-être dépendant du jeu. Tu étais dépendant de l'éditeur du jeu. Est-ce qu'il aurait pu cracher, faire tomber son jeu et te rendre pauvre du jour au lendemain? C'est une bonne question. J'ai jamais pensé à un éditeur de jeu comme une banque. Mais le parallèle est assez drôle. Tu as peut-être rendu prisonnier 2 fois. Prisonnier du jeu que tu aimais bien et prisonnier de ta richesse que tu croyais créer chez lui. Alors finalement, avec une banque ou avec une blockchain, si on partageait la même monnaie, alors un éditeur de jeu n'aurait pas intérêt à créer sa propre monnaie. C'est l'intérêt d'une monnaie, c'est d'être une valeur commune entre nous. Mais c'était bien l'objectif du jeu à la base. Puisque le jeu avait pour but d'amener des gens qui ne se connaissaient pas, du moins pas dans un système local, et tout d'un coup, en étant dans un système complètement, pour le coup, décentralisé, ce système de monnaie d'échange permettait à des gens qui étaient très différents, même au niveau de la langue, tout d'un coup d'avoir une forme de médiation entre eux, et donc de cohabiter dans un espace. Alors à terme, veut-on une monnaie, plusieurs monnaies de ce type-là? Qu'est-ce qui serait pratique? Qu'est-ce qui serait souhaitable? En concurrence ou sans concurrence? J'ai entendu multitude de monnaies. Qui parle de multitude de monnaies? J'ai trouvé la réponse à ta question. Ces monnaies sans banque, en fait, c'est simple, toutes les monnaies avant la création des banques. Et vous savez que les premières monnaies, c'était du bétail, des coquillages, du thé, des boucliers, des pierres, sans banque, basées sur la confiance. Donc pourquoi sont apparues les banques? Pour faciliter les échanges. Elles les portaient plus loin. Elles offraient des services complémentaires qu'on trouvait utiles. On les a trouvés utiles. On a fini par les appeler des tiers de confiance. Mais est-ce que c'est encore utile? Est-ce qu'on peut s'en passer? Eh bien, Satoshi Nakamoto, un homme bien mystérieux, a parlé d'une monnaie sans confiance. Techniquement, il a remplacé le tiers de confiance. Mais est-ce qu'on a envie de se passer des services que les banques nous ont fournis? Quels sont les services que les banques nous fournissent et dont on ne pourrait pas se passer? Ce qui ont fait émerger ces banques. Le fait que depuis la diaspora, je puisse envoyer des fonds à l'autre bout de la planète vers la communauté que j'ai laissée
sur un autre terrain. Celui qui m'offre un prêt bancaire alors que j'avais plus de mal à mutualiser le risque précédemment. Celui qui, pour certains, permet de créer des places de marché à terme et la financiarisation de certains échanges. Et est-ce qu'avec la blockchain, on ne pourrait pas avoir les mêmes services? Peut-être. J'ai une question. Comment est créée la monnaie? À votre avis, comment est créée la monnaie? Est-ce que c'est l'État? Confiance, confiance. Qui crée la monnaie? La Banque centrale. On voit pour la Banque centrale. Qui crée la monnaie à votre avis? Qui donne la valeur de la monnaie? La planche à billets. Ok. Le tiers de confiance. Par exemple, il y a 10 ans, il y avait 2 fois moins de monnaie en circulation qu'aujourd'hui, en euros. Qui a eu le droit de rajouter cette masse monétaire supplémentaire depuis 10 ans? Qui a le droit de faire ça? Les États. Mais ça voudrait dire qu'on pourrait encore créer de l'argent, toujours plus. Pourquoi on n'en crée pas plus si on en manque? Ex nihilo. On crée de la monnaie à partir de rien. Voilà. Et la valeur de la monnaie alors? Quand vous avez 1 euro en poche et que il y a 1000 euros en circulation, vous avez 1 sur 1000. Mais si vous avez 1 euro et que vous avez 10 000 en circulation, vous avez 1 sur 10 000. Combien y a-t-il d'euros en circulation dans le monde? Ça change tous les ans, il en rajoute. Est-ce que c'est un problème? Ça a doublé, vous dites en 10 ans. Est-ce que c'est un problème du coup? Oui. S'il n'y a pas de biens et services en face, ça crée de l'inflation. C'est la définition de l'inflation. Si tes salaires augmentent, est-ce que c'est un problème? Si au lieu de dire je suis payé tant d'euros, on me disait je suis payé tant de pourcentage de la totalité de la monnaie qui est en circulation. Est-ce que qu'il y en ait 1000, 10 000, 1 million en circulation, est-ce que ça changerait quelque chose si tous nos salaires, les prix des choses, si tout ça était en fait exprimé en fonction du pourcentage de la monnaie qui circule? Est-ce que ça serait le même problème que... Est-ce que ça serait différent? Oui. Et alors, est-ce que la blockchain change quelque chose à ça? Est-ce qu'elle peut changer quelque chose? Et dans les faits, il existe une monnaie citoyenne qui est utilisée par 4500 personnes aujourd'hui et qui est créée à égalité entre tout le monde, en permanence, et où les prix et les choses sont exprimés en pourcentage de la monnaie qui circule. Ça s'appelle la monnaie libre. C'est une monnaie gratuite qui on n'a pas besoin de l'acheter, on a juste besoin de rentrer dans un cercle de confiance, de rencontrer des gens qui l'utilisent aussi, et que ces gens-là nous reconnaissent comme étant un être humain, et on peut utiliser cette monnaie. Est-ce que ça inspire des gens? Est-ce que des gens connaissaient ça? Est-ce intriguant? Est-ce mondial? Non. Est-ce un marché? Comment rentrer dans ce cercle? Comment en sortir? On en sort librement. Et l'argent, on peut le sortir aussi? On peut l'échanger contre des biens et des services?
si la blockchain c'est une machine à créer de la confiance, ensuite on peut calquer le modèle économique qu'on souhaite dessus. Alors pourquoi June? Pourquoi pas 2 June? Pourquoi une seule June? Pourquoi une seule monnaie libre? Et pourquoi même de la monnaie avec la blockchain? On peut faire plein d'autres choses avec la blockchain. Faire quoi? On peut essayer de calquer d'autres aspects de nos identités. On peut essayer de réduire nos dépendances à certains types de données. On peut créer toutes les applications qu'on est habituellement obligé de créer avec de la confiance entre nous sur des modèles plus ou moins bancaux sur la blockchain. Donc les usages restent à se développer, mais autour de la donnée, autour des identités autosouveraines, autour de la monnaie, on n'en a pas fait le tour. Est-ce qu'on peut arrêter la blockchain? Ou la supprimer définitivement? Pour ça, il faut supprimer tous les ordinateurs qui ont décidé de participer à la blockchain. À une blockchain. Donc s'il y a 200 ordinateurs qui marchent sur une blockchain, il faut éteindre les 200 ordinateurs pour que cette blockchain s'arrête. Et donc s'il y a 300 ordinateurs, c'est encore plus dur. Surtout s'ils ont intérêt à continuer leur service. J'allais le dire aussi, mais il y a des gens qui financent leur service, qui génèrent aussi de l'argent en donnant des ordinateurs. Donc même si on pouvait couper les ordinateurs, c'est pas sûr que ça continuerait pas à subsister dans d'autres ordinateurs. Et vu que c'est un service décentralisé, il y a peut-être même des gens qui se rendent même pas compte qu'ils sont en train de miner de la blockchain. C'est une des raisons de la blockchain, l'invention de la blockchain, c'est l'invention de l'intrication du système économique lié à la blockchain dans la blockchain elle-même. C'est la motivation au résultat. Je mine du Bitcoin parce que je gagne du Bitcoin. Mais ça veut dire qu'on va prendre des machines. On n'est plus du tout avec des coquillages et toutes ces choses qu'on peut toucher. L'homme a toujours eu besoin de machines. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure du bouclier, le bouclier n'est pas fabriqué naturellement. Même un marteau pour forger ou frapper la monnaie, ça reste un outil, ça reste une forme de machine. Donc est-ce que c'est pas plutôt illusoire de se demander si l'homme peut sortir d'un système où il a quand même besoin d'outils ou de matérialiser sa monnaie? C'est déjà dépendant des machines pour la monnaie. Mais c'est une bonne question. La machine, la blockchain est censée nous libérer, et en même temps, elle nous envoie dans les mains de la machine. Donc il y a un paradoxe là. Avec la machine, je peux aller plus loin. Il ne faut pas oublier là où je viens. Il ne faut pas oublier les coquillages. Si j'utilise Bitcoin et que je ne peux plus utiliser les coquillages, alors est-ce que j'y ai vraiment gagné? En tout cas, j'ai gagné quelque chose, mais je peux perdre quelque chose aussi. Mais est-ce qu'il y a des risques si on part sur ces... Il y en a au moins autant que tu as d'opportunités. Il y a un risque écologique dont on parle souvent. Il y a un risque de dépendance à une machine qui se complexifie au jour le jour. Oui, il y a des risques. Vivre est risqué. S'il y a un virus dans toutes les machines, dans les 200. Un bug, mais il y en a déjà eu. Il y en a déjà eu dans les blockchains, dans les plus grosses blockchains. Le bug de l'an 2000, tu le connais pas. Il y a des bugs dans tous les systèmes informatiques de toutes les banques aussi. La blockchain ne nécessite-t-elle pas de plus en plus de machines, de plus en plus fortes, de plus en plus puissantes? Sur cette question, c'est pour ça qu'on a parlé de création monétaire tout à l'heure. Parce que si on prend l'exemple du Bitcoin, dit-il dos à tout le monde, l'exemple du Bitcoin, les utilisateurs qui mettent leur ordinateur à contribution pour participer à la blockchain le font parce qu'ils créent des bitcoins lorsqu'ils font ça. Donc, la façon dont le bitcoin est créé influe les gens qui vont participer au réseau à avoir des machines très puissantes. C'est pour ça qu'on arrive aujourd'hui à un stade où
On a beaucoup de machines énormes, des hangars énormes, pleins d'ordinateurs, parce que les propriétaires de ça veulent être les premiers à calculer les blocs sur la blockchain, et ils créent des bitcoins pour ça. Et ça, on n'en veut pas. Et ça, on n'en veut pas. Mais il existe des choses alternatives. Dans la monnaie libre dont je vous parle, la monnaie est créée à égalité entre tout le monde, donc cette course n'existe pas. Donc les nœuds peuvent tourner sur des petits Raspberry qui consomment 5 watts, et ça suffit amplement. Donc c'est juste une question de comment la monnaie est créée, et quels sont les intérêts à participer au réseau. C'est ça, c'est en fonction de cette technologie-là qu'il va y avoir une grosse dépense énergétique ou pas. Mais c'est pas lié à la blockchain. Dans les échanges, il y a les petits échanges du quotidien, il y a les gros échanges. Et si on continuait les petits échanges en coquillage, enfin, c'est une image, et qu'on réservait les gros échanges avec la sécurisation, avec la sécurité et la confiance générée par la blockchain. Est-ce que c'est possible de faire cohabiter deux types de monnaies, par exemple? C'est-à-dire l'une destinée aux échanges du quotidien, aux petits échanges, avec toujours quelque chose de matériel, de tangible, et utiliser le potentiel de confiance malgré les distances, malgré les volumes échangés pour les gros échanges. Rien ne l'empêche techniquement à mon sens, mais si un objet a fait ses preuves à tes yeux, pourquoi essayer d'en avoir deux? Si ma carte bancaire m'a été utile pour de gros échanges, qu'est-ce qui m'empêche à terme de l'utiliser même pour acheter mon café? Pourquoi, si j'ai trouvé un outil utile pour 100 $, il ne serait pas utile pour 5 centimes? Si on numérise tous les échanges, si on les dématérialise, le risque, c'est le contrôle, la surveillance, et du coup, une perte de liberté et derrière une perte de confiance. Donc, est-ce que ça ne devient pas un enjeu de souveraineté que de maintenir les échanges qui ont toujours eu lieu, les échanges de proximité qui ont toujours eu lieu depuis que la monnaie existe, avec un support matériel, du coup, qui se fait entre personnes et sans contrôle extérieur pyramidal, bancaire. Ce que tu nous dis, c'est que en comparant le papier et des monnaies sur blockchain, sur différents niveaux de valeur, j'ai des avantages à la blockchain, j'ai des avantages au papier. Est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à un système unifié où finalement je cumulerais les avantages sur une seule technologie? Qu'est-ce qui me fait dire que je n'aurais pas envie d'améliorer le niveau de confidentialité sur blockchain? Parce que la blockchain, elle sera quand même plus pratique que le papier pour transmettre de l'argent en grande quantité, même si je ne suis pas un malfrat, à l'autre bout de la planète, à quelqu'un que je ne connais pas, et on ne parle pas encore de toutes les... Pourquoi à tout prix essayer d'utiliser un seul outil? Parce que c'est pratique, parce que ça fait gagner du temps, etc. etc. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt, maintenant qu'on est arrivé à des systèmes de monnaie unique, réfléchir à nouveau et revenir à des systèmes de monnaie multiples pour des usages différents et en fait pour redonner de la résilience au système monétaire? À cause du pouvoir. Il y a toujours une relation de pouvoir et de violence autour de la monnaie. Et celui qui en a le monopole ne le lâchera pas. Ça ne nous empêche pas de le reprendre quand même. Certes. Il devrait inventer une autre forme de démocratie. Avec une blockchain, on n'a pas besoin de manifester pour l'utiliser. On n'a pas besoin que les banques s'écroulent.
a juste besoin de l'utiliser. Donc on n'a pas besoin de demander. Nous sommes des grandes personnes. La blockchain, ça s'utilise. On ne demande pas l'autorisation. Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de régulation s'il n'y a pas d'État, s'il n'y a pas de banque centrale? Le Bitcoin nous a quand même montré, même si c'est pas pareil que la monnaie libre, qu'il peut y avoir des variations de valeur considérables. Donc, si derrière il faut manger. Variation de valeur par rapport à quoi? Excuse-moi. Le taux d'équivalence, le taux de change par rapport au dollar, par exemple. D'accord. Donc le système confiance du dollar par rapport au système de confiance du Bitcoin. Donc si j'ai les deux pieds dans le Bitcoin, je trouve que le dollar effectivement fluctue beaucoup. Peut-être que c'est juste le nombre de Bitcoin qui varie énormément. Et comme ce n'est pas du tout indexé proportionnellement au nombre de Bitcoin, la valeur change. Non, non. Le nombre de dollars varie effectivement beaucoup, surtout depuis les politiques de quantitative easing de la Fed. Alors que le Bitcoin est émis toutes les 10 minutes sur un rythme régulier. Il n'y en aura pas plus que 21 millions. Lui, il ne varie pas. Je fais exprès de renverser ton système de valeur. Pourquoi vouloir vraiment s'émanciper de l'État? Parce que ça m'a l'air d'être un prérequis de la discussion des États. En fait, c'est une bonne question. C'est une bonne question et... J'ai la réponse. Voilà. Non, je rigole. Parce que l'État sont sous la coupe des banques et la question d'aujourd'hui, c'est comment s'émanciper des banques. C'est pas du tout comment s'émanciper de l'État. Mais on y est contraint parce que l'État maintenant est obligé de se financer auprès des banques. Quand on parlait de la création monétaire, ben non, c'est plus l'État maintenant. Ça fait une 50aine d'années que ce ne sont plus les États qui créent la monnaie, plus du tout les États qui créent la monnaie, et ils sont eux-mêmes obligés de se financer auprès des banques, évidemment avec intérêt. Mais les États sont des institutions qui constituent des groupes, diffusent des systèmes de confiance. Le Bitcoin est une infrastructure qui règle ces conflits d'infrastructures techniques. Et la question est bonne. Quel est l'état du Bitcoin? Quel est le système qui permet de constituer des communautés, qui permet de diffuser la confiance à grande échelle? Mais qui a confiance dans le Bitcoin? Dans le Bitcoin, j'ai confiance en personne, comme a dit Satoshi Nakamoto. Je dois toujours prouver que je suis digne de confiance, et ce que je demande aux autres d'ailleurs. Du coup, ça génère de la confiance. Donc c'est pas le système Bitcoin qui est en cause, c'est le mode de création de la monnaie qui est en cause en fait, qui fait la différence entre ces différentes monnaies qu'on a évoquées. Bitcoin, monnaie libre, toutes les deux basées sur la blockchain, et pourtant des modes de création monétaire qui n'ont rien à voir, et un niveau de confiance au final qui n'a rien à voir. Et d'ailleurs un usage qui n'a rien à voir. Je dirais que c'est pas seulement le niveau de la manière de créer le Bitcoin, ça va bien au-delà de ça. C'est la manière de porter l'infrastructure en commun. Voilà. Avec le système bancaire, on ne porte rien du tout. On est dépossédé. Tout se passe dans des antichambres. Avec le Bitcoin, on a d'un seul coup le pouvoir de l'avoir dans nos mains et de voir ce qui se passe et même de le porter et même de le transformer. Et c'est là que intervient un autre besoin, qui n'est pas seulement un besoin technique ou technicien, mais qui est un besoin interhumain. C'est-à-dire de se mettre d'accord entre nous, en tant que communauté, pour porter un geste de transformation de cet outil. Et la question de l'État se pose nécessairement. Je n'ai pas tout à fait répondu à ta question. Je me permets de revenir sur cette question de l'État.
Mais par rapport justement à un système comme la blockchain, qui apparemment est très transparent, il faut quand même un très bon niveau de code pour vraiment être capable de comprendre tout le fonctionnement d'une blockchain. Et même je pense que certains termes vraiment très techniques perdent une grosse majorité de gens. Et est-ce que justement c'est pas là le rôle de l'État d'être capable de pallier ce manque technique, de servir de médiateur et quelque part de rendre visible ou de rendre tangible justement certaines réalités techniques qui sont très complexes ou des fois très abstraites? Mais est-ce que tu trouves que les banques et la Banque centrale t'expliquent toutes les réalités techniques et complexes de la monnaie que tu utilises tous les jours? Est-ce que toi tu comprends tous les raffinements de la politique monétaire, du fonctionnement des taux d'intérêt, de l'émission de la masse monétaire? Donc les développeurs sont les nouveaux tiers. On préfère remplacer les banques par des développeurs. Une dépendance aux banques, par une dépendance aux ingénieurs. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'on peut utiliser une monnaie sans en comprendre les rouages. C'est tout ce que je voulais dire. Est-ce que je peux acheter une maison avec la blockchain? C'est moi qui réponds. Demain, le potentiel est infini. Je peux difficilement répondre à cette question. Je pense qu'on peut tout faire avec une blockchain, au-delà même d'acheter. On peut utiliser aussi une maison. Avec la blockchain, on peut la comprendre, on peut la gérer, on peut en gérer les informations. Émerge de nouvelles réalités imaginaires. Mais la question est belle. Praticable. Blockchain et maison. Je ne suis pas comme un arbre, à la terre je suis attaché, quand les racines... Il faut bien, pour ceux qui ne sont pas habitués, la blockchain, c'est une technologie qui permet de se passer de tiers de confiance. Accepterez-vous de danser? Donc avec ça, on peut imaginer plein de choses. On peut imaginer Le vent se lève. voter des lois, on peut imaginer faire des monnaies, on peut imaginer gérer les notions de propriété, on peut imaginer immortaliser des choses en fait. Les crypto-monnaies sont des outils monétaires qui se basent sur des blockchains pour la plupart. Donc, si on peut acheter une maison, c'est pas avec une blockchain, mais peut-être avec une crypto-monnaie peut-être plus. La blockchain étant simplement le socle technique qui permet à une crypto-monnaie d'exister. Et oui, je pense que vous pouvez le faire. On peut même faire des dons. Ceux qui commandent la mer. Agaion Pelagos, comme un parfum de sécession. Est-ce qu'on peut attaquer une blockchain comme on a attaqué l'euro en 2008? Chaque nuit est un père. Donc la blockchain, c'est un nouveau système en fait. Un nouveau monde. Le vent se lève. Accepterez-vous de danser encore? Alors on peut attaquer une blockchain. Comme un acte artistique, acentralisé, décentralisé, déhiérarchisé. On ne va pas pouvoir manipuler facilement La dissonance du son rythme de création, son modèle économique, il est connu à l'avance, contrairement à d'autres leviers de manipulation de monnaie plus classiques. Une nouvelle agora, radicalement autre. D'autres formes de délibération humaine et non humaine. Il y a eu des tentatives. Faire circuler la parole. Elles ont toutes échoué. Faire circuler les voix. Notamment avec les terres. Dans l'espace de l'agora. Et dans toutes les couches et dimensions des recoins il faut une capacité de calcul pour attaquer la blockchain qui est au-delà de la moitié de la puissance de calcul embarquée. Donc ça me paraît de plus en plus difficile à mesure que le temps passe d'attaquer une blockchain. Il y a encore quelque chose aussi, c'est que dans une blockchain, tous ceux qui participent de la blockchain co-décident. Parce que si vous participez à le fonctionnement d'une blockchain, eh ben vous mettez à jour le logiciel qui permet de faire ça. Et si dans les mises à jour des logiciels qui sont proposés par les développeurs qui développent ça, ou les développeuses, eh ben vous pouvez sciemment faire le choix de ne pas faire une mise à jour. Et si 50% du réseau décide de ne pas faire la mise à jour, alors le protocole reste inchangé. Donc en fait, c'est une démocratie de fait. Il n'y a pas besoin de manifester pour l'avoir. Il y a juste besoin c'est un système qui marche quand une grande partie des gens mettent à jour et utilisent une version, c'est cette version qui officie. Et si la moitié de la population et l'autre moitié utilisent des versions différentes, c'est bien la blockchain se scinde, on appelle ça un fork, et ça fait deux branches différentes, et vont s'écrire deux histoires différentes sur les deux nouvelles blockchains. Donc en fait, la blockchain est un système qui permet en fait une participation citoyenne de fait. On n'a pas besoin de la demander. Merci. Est-ce qu'il peut y avoir des guerres entre deux blockchains?
y avoir une concurrence incontrôlée entre toutes les blockchains. Alors est-ce que ce sera une concurrence ou est-ce que ce sera une interopérabilité plus vertueuse? Est-ce que ce sera de la composabilité? Jusqu'à présent, sur les blockchains, on a plutôt vu un effort d'interopérabilité et beaucoup de composabilité qui ont ouvert des usages auxquels même les concepteurs ne s'attendaient pas. Qu'est-ce la composabilité? L'idée de partager un socle commun, de partager quelques standards, et à partir de là, si quelqu'un développe une application et un autre, sans concertation, en développe une autre, alors parce que le socle est commun et que les standards sont partagés, ces deux applications vont pouvoir communiquer, interopérer et se composer l'une avec l'autre. On appelle ça la composabilité. Aujourd'hui, ça a pas mal servi pour créer des usages financiers, de finances décentralisées, mais les usages n'en sont qu'à leur début. Du coup, le socle est immuable. Le socle est immuable parce que justement, le socle, c'est la blockchain. Parler le même langage sur le même livre. Utiliser les mêmes standards sur la même infrastructure. La petite image qui marche bien. La blockchain, c'est comme si on avait tous un carnet. Et par exemple, si on voulait faire une monnaie sur une blockchain, c'est comme si à chaque fois que je faisais une transaction, je mettais sur ma page 1 toutes les transactions que je faisais. Et vous faisiez pareil de votre côté. Et que toutes les 5 minutes, toutes les pages de tous les carnets de tout le monde se synchronisaient. Et donc, sur toutes les 5 minutes, on voit sur nos pages apparaître les transactions des autres. Et donc, on a la corollaire de ça, c'est que une blockchain, c'est transparent. Du coup, on a accès à toutes les transactions de tout le monde. On peut être anonyme dessus, mais on a accès à toutes les transactions. Et du coup, la blockchain, c'est simplement le livre de tout le monde se copie sur les pages de tout le monde. Et ensuite, du coup, les pages du passé ne peuvent pas être changées. Donc en fait, une blockchain, c'est un outil qui nous permet de ne pas falsifier notre passé. Et on a tous la même copie de tout ce qui s'est passé. J'attendais le mot transparence. Par rapport à toute l'opacité des échanges interbancaires, des marchés financiers, la blockchain permet la transparence de ces échanges et, si j'ai bien compris, l'inviolabilité, c'est-à-dire qu'une fois que c'est tracé, on ne peut plus changer l'historique de ces échanges et de là peut naître la confiance, peut renaître la confiance. C'est malgré le côté dématérialisé qui peut paraître un handicap pour tous les gens attachés vraiment comme moi aux échanges, disons, matérialisés. On sent que avec cette technique qui reste un outil, donc si on l'utilise que comme un outil, disons qu'on laisse à sa place l'outil, on peut réintroduire, grâce à cette transparence, de toute la confiance qui a échappé au système monétaire international actuel. Et alors, le fait d'avoir des comptes anonymes, s'il y a des truands derrière? Avec la blockchain, c'est transparent. Donc on ne peut pas parler d'anonymat, on va parler de pseudonymat. Et donc, on va effectivement voir les pseudonymes de tout le monde, car dans ce grand livre ouvert, tout est tout le temps visible de tout le monde. Et les malfrats, les bandits, les trafiquants, je pense qu'ils existaient un tout petit peu avant la blockchain, même longtemps avant, et ils passaient par les antichambres de la monnaie bancaire. Ils portaient des valises de cash bancaire. Et là, les valises de cash bancaire, elles sont ni anonymes, enfin, elles sont anonymes et pas pseudonymes. Elles ne laissent aucune trace. Voilà. Donc tout se sait tout le temps au vu de tout le monde. Satoshi ne veut pas révéler son identité. Satoshi, j'ai pas entendu. Satoshi ne veut pas révéler son identité. Satoshi existe-t-il? Existe-t-il? Satoshi pseudonymé. a écrit ce qu'il avait à révéler, il l'a dit,
il a émis les premiers blocs, le bloc Genesis, dans lequel il y a des centaines de bitcoins, des milliers, des centaines de milliers de bitcoins. Et il a décidé de justement pas jouer le rôle d'un tiers de confiance ou d'une banque centrale. Il a décidé que sa parole devait s'effacer et laisser le système se porter tout seul. Et il s'est préservé. Eh ben, c'est dur à répondre. Existe-t-il, encore une fois, je repose ma question, n'est-ce pas juste le groupe des 6 ou 7 premiers concepteurs du Bitcoin? Est-ce un truand? Quelle question? Il n'a jamais touché un seul Satoshi, l'unité du Bitcoin. Tout à l'heure, j'ai entendu le mot être riche, où je me suis senti riche. Mais en fait, j'aurais peut-être presque envie de conclure comme ça. Qu'est-ce que c'est que la richesse? Est-ce que c'est pas ce qu'on est en train de vivre en ce moment ici, indépendamment de toute forme de monnaie, juste un échange pur, brut? Satoshi est-il riche? Moi j'ai envie de dire oui, il a fait peut-être l'une des plus belles créations depuis l'imprimerie. Voilà, l'idée n'est pas de moi, je l'ai entendu tout à l'heure. Oui, donc pour moi c'est une personne riche et enrichissante. Après, Satoshi, c'est celui qui a inventé cet ensemble de personnes ou 7 personnes qui ont inventé la blockchain et qui l'ont mise en route. Mais on parle bien de la blockchain du Bitcoin. Et oui, il est plus riche que les autres. S'il débloque ses Bitcoins, il les utilisera. Mais parce que le Bitcoin est une monnaie inégalitaire par essence. Parce qu'elle les crée beaucoup mieux pour ceux qui étaient là au début. Parce que le Bitcoin, il y a 21 millions de Bitcoins en circulation. Total, on sait qu'il va y en avoir 21 millions au total. Il y en a aujourd'hui 18 ou 19 millions de créés. Donc c'est-à-dire que l'ensemble de la masse monétaire Bitcoin a déjà été créé et déjà possédé par des gens qui étaient là avant vous. Donc c'est inégalitaire de base. D'où l'importance de réfléchir à la création de la monnaie. Et c'est là où la monnaie libre répond à ça, parce que la monnaie est créée à égalité pour tout le monde, chez tout le monde, tous les jours. Du coup, il n'y a pas d'avantage pour ceux qui sont là au début, et il n'y a pas d'avantage pour ceux qui arrivent après non plus. Et en fait, la question de la création monétaire, c'est probablement une des plus importantes pour comprendre ces inégalités. Parce que comment imaginer, comment vouloir, et surtout pourquoi vouloir répartir de la monnaie dans un système quand on sait que la monnaie est mal répartie à la base? Est-ce que c'est pas complètement pas réfléchi, pour pas être grossier? Donc peut-être on peut réfléchir à comment faire pour avoir une monnaie qui se crée à égalité entre tout le monde, comme ça au moins cette question est réglée une fois pour toutes. Ce qui n'est pas le cas dans le Bitcoin. J'ajouterais que c'est sûrement les meilleurs systèmes pour pouvoir blanchir de l'argent. Parce que si c'est vu au-dessus de tous et qu'on ne peut pas débloquer le bloc une fois qu'il est créé, l'argent que j'ai mis dedans, imaginons qu'il soit volé ou que je sois un truand, ça change strictement rien au fait que l'argent est dans le bloc. Donc même si c'est de l'argent qui ne devrait pas y être, une fois qu'il y est, comment je fais pour le retirer? Mais tu sais que chaque Satoshi de Bitcoin a un numéro d'identification. Et aucun Satoshi sans numéro d'identification peut être miné par les mineurs et inséré dans le bloc, puisque la mission même des mineurs, c'est d'authentifier tout ce qui s'y passe dans ces blocs. Donc la fausse monnaie, par principe, n'existe plus. Je sais pas. Non, mais c'est plus une question de point de vue, puisqu'on peut très bien prendre un de ces identifiants, mais à la base, il y a quand même une transaction d'une vraie monnaie vers d'un contexte vers quelque chose. Tu peux acheter tes bitcoins avec de l'argent, mais tu peux aussi les miner, tu peux aussi les faire naître par ton activité, par les preuves de travail que tu fourniras. Mais comment je détermine du coup les bonnes conditions pour miner ou créer des bitcoins, de conditions qui permettraient d'arriver à des dérives? Le bitcoin est créé de toute manière par celui qui calcule le plus vite sur le réseau. Donc il suffit d'avoir la machine la plus puissante pour être le premier à calculer les blocs et créer des bitcoins. Tu sais, le bitcoin, c'est pas par hasard qu'il est arrivé le texte en 2008 et qu'il a été lancé en 2009, car 2007-2008, c'est précisément le moment de la dérive de la monnaie bancaire. C'est le moment de la crise des subprimes. Et cette monnaie basée sur un tiers de confiance bancaire, elle nous a montré qu'elle ne fait que dériver. Elle ne fait que dériver tout le temps. Tu me dis que le bitcoin est une monnaie de dérive, probablement l'est-elle. Je sais pas, probablement elle est utilisée qu'avec des bandits dans le darknet pour commander des crimes et acheter de la drogue.
et Satoshi est un malfrat. On peut le voir comme ça, mais à ce moment-là, si on le voit comme ça, par l'honnêteté intellectuelle, il faut donc refaire rejaillir le même raisonnement sur la monnaie qu'on nous sert aujourd'hui, avec le système de tiers de confiance actuel. Alors, eux, sont-ils des malfrats? Tu m'as demandé si Satoshi Nakamoto était riche aujourd'hui, mais est-ce que la Société Générale est riche aujourd'hui, après avoir été quasiment en faillite il y a quelques années? Est-ce que la BNP Paribas est riche aujourd'hui? Voilà. Après, il y a l'or aussi. J'ai l'air de défendre, mais je défends personne ici. En effet, est-ce que le Bitcoin est plus proche d'une monnaie ou plus proche de l'or? Beaucoup ont considéré ces récentes années le Bitcoin comme un or numérique, genre or ou monnaie ou autre chose. Suite au prochain épisode. Merci beaucoup à tous d'avoir joué le jeu de cette expérimentation. Je voulais dire quelque chose que je n'ai pas dit donc, au début, pour ne pas être trop longue. Non pas que je vais être longue là, pas du tout, mais je voulais remercier vraiment donc la scène de recherche, évidemment, l'ENS, et puis donc, les étudiants avec lesquels on a conçu ce dispositif. Alors, il y a des éléments scéniques qui ne sont pas là aujourd'hui, pour des questions de temps d'impression 3D. Donc vous voyez donc les porte-voix que vous pouvez utiliser, mais on a imaginé donc avec les étudiants, avec Benoît, avec Anna, Louise qui n'est pas là aujourd'hui, parce qu'en Australie, et puis Kelly, on a imaginé donc un système de porte-voix aussi pour les enceintes, donc ce qui évidemment ne donnera pas exactement la même chose qu'aujourd'hui. Voilà, donc je voulais vraiment remercier ce groupe d'étudiants qui a été génial, avec lesquels on a vraiment commencé cette création. Et c'est toujours un moment particulier, le début d'une création, parce que c'est très effervescent et c'est peut-être le moment le plus beau en fait. Voilà, il y a plein de choses qui émergent partout et puis après on fait des choix. Mais en tout cas, voilà, on a imaginé ça ensemble, on a eu beaucoup de conversations. Et puis après, conçu, imaginé des objets. Et aussi ce dispositif. Donc je voulais aussi remercier Philippe qui est derrière et qui a beaucoup aussi participé au débat. Merci Philippe. Qui a aussi conçu donc, ce que vous ne voyez pas aujourd'hui, qui est la partie transparente mais invisible, qui est donc une blockchain. Donc, c'est-à-dire que du coup, voilà, nous, on a utilisé la blockchain non pas pour des transactions financières, mais pour créer un récit collectif. Donc, l'ensemble des débats qui auront lieu à partir d'aujourd'hui et tous ceux qui auront lieu cet été sur des places, des parkings, dans des hôpitaux, etc., du coup, constitueront cette blockchain comme un grand récit collectif qu'on peut partager donc, avec tous les nœuds et du coup les personnes qui vont faire partie de cette blockchain. Voilà, je voulais aussi bien sûr remercier Hassen, qui est économiste. Voilà, vous avez donc partagé ces réflexions ce soir. Merci beaucoup Hassen, merci Henri et merci Adrien aussi. Et puis merci surtout à vous tous d'avoir joué ce jeu de cette première expérimentation. Pardon Bertrand, et merci beaucoup à Bertrand, qui a un rôle qui est un peu particulier puisque Bertrand est chanteur et son rôle est d'observer et ce qui est vraiment pas simple en fait, et de vraiment pas simple. Donc c'était la toute première fois qu'on l'a fait évidemment parce que un débat, ça ne se répète pas, donc on ne peut pas avoir vraiment de temps, on ne peut pas avoir du tout de temps de création, comme on dit. On va créer des chorégraphies, mais là on ne peut pas puisqu'on ne peut pas le faire, on peut le faire qu'avec vous en fait. Et donc tout ça pour dire que Bertrand, c'est sa toute première fois vraiment, et effectivement c'est un exercice pas simple. L'idée étant de créer des rites, des ritournelles, en reprenant des choses que vous diriez, vous, dans le débat, par le chant, et c'est vrai que c'est pas simple. Et de donner une sorte de rythmique et de refrain aussi dans cette idée de créer ce récit collectif.
Voilà, donc merci encore vraiment à vous tous pour avoir participé quand même beaucoup plus que finalement on l'imaginait, donc merci. Merci Emmanuel pour cette initiative et cette création.